Face à face, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour une heure de débat entre David Lisnard et Éric Zemmour. Et au sommaire de ce débat, 3 grandes parties dans la crise sanitaire et même au-delà. Quelle doit être la juste place de l'État? Deuxième partie, comment réconcilier le lien entre le peuple et le politique? Et puis troisième partie, comment conjuguer l'unité nationale à l'épreuve des particularismes? C'est parti pour le face-à-face. Bonsoir David Lisnard, bonsoir Éric Zemmour, ravi de vous recevoir. Vous êtes maire de Cannes, vous êtes vice-président de l'AMF, l'Association des maires de France, et vous avez publié ce livre en 2018, Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme, avec Jean-Michel Arnaud aux éditions Hermann. On va parler tout à l'heure de l'incivisme, de l'incivilité dans un instant. Pour cette première partie, David Lisnard, la place de l'État. Lors de cette crise sanitaire, de nombreuses voix, dont la vôtre, ont critiqué les dérives d'un pouvoir trop centralisé, par conséquent parfois trop loin de la réalité du terrain. Comment le gouvernement aurait-il dû agir? Peut-on faire respecter une ligne nationale tout en s'adaptant aux spécificités locales? Alors d'abord, il est toujours très, très difficile, alors qu'on est encore en plein dans la crise, de porter des jugements. Et il faut faire attention aux lucidités rétrospectives. C'est Jean-François Revel qui disait « La vie est un cimetière de lucidité rétrospective ». Ceci étant, de façon très factuelle, quand on reprend la chronologie des faits, on voit que la gestion de cette crise a révélé ce que d'aucuns, dont moi, constatons depuis longtemps, c'est-à-dire un État faible avec les forts et fort avec les faibles. Faible sur ce qui relève même de son... Si c'était un être humain, on dirait de son ontologie, sans être prétentieux, de ce qui relève de son être même, c'est-à-dire le régalien, la règle, et d'une règle en République française, c'est-à-dire l'universalité de l'accès aux soins, de respecter l'autorité, etc., et qui entrave les initiatives. Cette réalité-là, malheureusement, la crise la révèle. Et la crise est toujours un révélateur. J'allais dire, la politique, c'est presque, par essence, la gestion des crises. Les grandes pandémies, les guerres remettent la politique à sa juste dimension. C'est noble, la politique, c'est difficile, parce qu'on prend en compte plein de légitimités contradictoires. On le vit très bien au quotidien dans une mairie. L'aspiration à la tranquillité, l'aspiration à l'animation, c'est très légitime. Et il faut non pas chercher une sorte de synthèse, il faut chercher le bien commun. Donc les crises, le politique, c'est fait pour gérer la crise. C'est fait pour protéger le groupe. Le groupe, c'est la communauté nationale. C'est fait aussi pour le projeter. C'est souvent ce qui nous manque, c'est l'anticipation. On sait depuis Hobbes que l'homme est un loup pour l'homme, donc on doit réguler, protéger et, dans une démocratie libérale, veiller à cette articulation entre le bien commun et la souveraineté, la liberté individuelle. Très concrètement, à chaque fois, on a constaté qu'il y avait une pénurie sur ce qui était essentiel et un excès sur ce qui était bureaucratique, presque inutile. On est le pays qui s'est fait remarquer par ces auto-attestations. On a passé notre temps, et ça risque de revenir, à se faire des auto-attestations pour sortir le chien, pour aller chercher les enfants à l'école, etc., de façon ubuesque, parce qu'à faire respecter, surtout sur le deuxième confinement, c'était pas possible. Et puis parallèlement, le gel hydroalcoolique, parce qu'on parle des masques, ça a commencé au gel hydroalcoolique. 5e ou 6e puissance mondiale, on se passait le gel hydroalcoolique sous le manteau. Les masques, la culpabilisation des mairies qui voulaient être partenaire de l'État. D'ailleurs, par définition, une mairie, c'est aussi une émanation de l'État. On est un État-nation. Et on a été grondé lorsqu'on arrivait à solutionner des problèmes que l'État central n'arrivait pas à solutionner. Bref, je crois que cette crise révèle l'archaïsme d'une bureaucratie qui gangrène l'action et qui est le fruit d'un entre-soi au sommet de l'État. Éric Zemmour. Alors, on est tout à fait d'accord, et je crois qu'on aura du mal... à part peut-être Emmanuel Macron lui-même, à trouver des gens qui soient en désaccord avec nous sur le diagnostic que vous avez fait. C'est-à-dire qu'on est en retard tout le temps sur tous les sujets. On a eu, vous avez dit, le gel hydraulique, après on a eu les masques, après on a eu les tests, après on a eu les vaccins. C'est un festival. Même eu les thermomètres laser. Voilà, et les piqûres. Enfin bon, on pourrait faire toute l'émission sur nos retards. Donc là, je suis d'accord avec vous sur le diagnostic. Je ne suis peut-être pas d'accord avec vous sur le traitement et sur la façon dont vous analysez cette catastrophe. D'abord, à mes yeux, vous oubliez un point fondamental, mais qu'on oublie très souvent, et c'est que l'État est géré et dirigé
par un président de la République, par un Premier ministre, par un gouvernement. Les premiers responsables de cet échec, ce sont eux. Pardonnez-moi, qu'est-ce qui vous fait dire que je l'oublie ou que Non, parce que vous ne l'avez pas dit. Vous n'en avez pas parlé. J'ai pas tout dit. Non, mais bien sûr, non, mais je vous dis. Mais pour une fois que j'ai un format d'une heure... Mais très bien, donc vous serez d'accord avec moi, c'est pas grave. Vous Vous avez le droit d'être d'accord avec moi. Donc, il faut d'abord accuser ce pouvoir qui a mal utilisé l'État. Ça, c'est la première chose, et je crois qu'il faut le dire en premier. Deuxièmement, vous dites, on a vu un abus de bureaucratie, un État trop lourd, trop obèse, etc. Moi, je pense qu'on a changé la face de l'État depuis 40 ans et que les Français ne s'en sont pas rendus compte et que ceux qui critiquent l'État sur un mode que je qualifierais de libéral, qui n'est pas une insulte dans ma bouche, mais je crois que vous vous reconnaissez dans cette philosophie libérale, devraient prendre leur part. Je m'explique. En fait, qu'est-ce que c'est l'État français depuis 2 siècles, inspiré évidemment par Napoléon Bonaparte? C'est un État hiérarchique, vertical, pyramidal. C'est-à-dire que la décision part du haut, à l'époque c'était Bonaparte, et que ça descendait jusqu'aux citoyens, dans n'importe quel coin de France. Vous savez, Chaptal, le grand savant et ministre de Napoléon, disait la centralisation française, le modèle bonapartiste, c'est que la décision part du haut et arrive au bas avec la rapidité d'un fil électrique. C'est ça le système bonapartiste français. Ce n'est pas la bureaucratie, ce n'est pas la lenteur. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 80, 90 et 2000 sous influence des libéraux qui nous ont expliqué qu'il fallait changer l'État bonapartiste, qu'il fallait s'inspirer des modèles anglo-saxons, qu'il fallait s'inspirer des modèles canadiens, qu'il fallait éventuellement s'inspirer du modèle décentralisé allemand. Bref, on a fait un gloubi-globa de tous les modèles, on a mélangé ça et on a fait le nouveau État français. Et qu'est-ce que c'est le nouveau État français? Le nouvel État français, ce sont des managers administratifs. Ce n'est plus l'État d'avant de Napoléon. Ce ne sont plus des chefs avec en haut, avec le gouvernement, le ministre qui descend, le préfet et qui descend aux citoyens. Non, maintenant ce sont des managers administratifs qui pondent des normes, qui pondent une bureaucratie incroyable, mais ce n'est pas l'État français d'origine. C'est l'État qui a été voulu et perverti par les libéraux, par l'idéologie libérale et par les réformes de l'État qui n'ont pas cessé entre la RGPP et les autres réformes qui ont suivi. Donc il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Il ne faut pas dire « Ah bah oui, l'État, il est trop hiérarchique, il est trop ceci, il est trop cela ». Non, justement, cet État-là a été cassé. David Lisnard. Plusieurs choses dans ce que vous dites. L'État on n'est pas là pour faire de l'histoire, vous êtes trop féru de cela, mais la construction de l'État, elle est même antérieure à Napoléon et antérieure à la Révolution. Bien sûr. Pour remonter même Milan de monarchie, évidemment. À Philippe Auguste. Enfin, Absolument. 2, vous, dans ce que vous dites, vous avez raison de rappeler la responsabilité politique, et ça je souhaite qu'on en parle, évidemment, parce que la responsabilité politique, c'est la responsabilité de ceux qui dirigent l'État. Et vous dites que ce gouvernement est responsable de ce qui se passe, c'est vrai, et vous dites ensuite que ça date de 40 ans. Et c'est un peu vrai aussi. Absolument. Et c'est vrai aussi. Absolument. Et la jurisprudence, vous regardez la jurisprudence du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, il y a des arrêts du Conseil d'État, Jarick Schottel, que vous citez, que je lis à chaque fois, le rappelle très intelligemment et de façon très pertinente, montre cette entrave progressive dans l'action, et c'est le rapport entre la souveraineté populaire, la décision politique et l'état de droit. Mais ça, c'est un sujet qu'on abordera simplement après. Moi, je vous parle des réformes de l'État. S'il vous plaît. Sur le modèle là où en revanche, il y a un grand leurre, c'est-à-dire qu'il faut toujours analyser nos propres faiblesses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la prétention de peser sur le monde, de faire valoir ce que doit être la France et une grande nation à mes yeux, si on n'est pas en mesure d'analyser nos propres faiblesses. Nos propres faiblesses, ce n'est pas celles que l'on a importées des anglo-saxons ou autres. Les réformes que vous évoquez n'ont jamais eu lieu, en réalité. C'est-à-dire qu'on nous rabâche les oreilles depuis des années en nous disant qu'on optimise et tout, mais c'est faux. Il y a eu la RGPP pendant quelques temps, sauf que la RGPP n'a pas produit d'effet parce qu'elle manquait de vision. Vous nous dites, on est à des administrateurs
et pas des gouvernants. Moi, je vous dis, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que la fonction publique est bien formée, les fonctionnaires sont de bon niveau, nos dirigeants politiques sont souvent des gens compétents, honnêtes et travailleurs, la question n'est même pas là. Mais vous opposez, de façon à mon avis artificielle, la gestion et la vision. On n'a ni la vision ni la gestion. Parce que si on avait la gestion, la fonction publique d'État aurait diminué. Or, elle n'a diminué que sous Sarkozy, puisque vous le citiez. Or, elle a continué à augmenter. Depuis 2014, je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez quelle est l'évolution des fonctionnaires d'État en France ? Par exemple, sur les dernières années, est-ce que vous la connaissez ? Dites-nous. Bon, c'est plus 3,5%. Alors que parallèlement, il y a eu des transferts de compétences vers les collectivités, dont la fonction toute confondue, y compris les régions, a été de plus 1,2%. Donc on nous rabâche sans arrêt le fait que l'État a perdu des effectifs, mais on a des fonctionnaires moins bien payés que dans beaucoup de pays et qui sont encore en grand nombre. Donc la réforme n'a jamais eu lieu en réalité. Et c'est la mère de toutes les réformes. C'est-à-dire de redonner du sens de la mission, de faire un plan d'investissement pour que la police nationale ait des beaux véhicules solides et du bon matériel. Moi, j'ai vu l'évolution. Donc vous voulez plus d'argent dans l'État ? Non, je veux mieux d'argent, justement. C'est toute la différence. Parce que nous sommes aujourd'hui... si, bien sûr que si. Alors, je vais vous donner un exemple. Localement, puisqu'on parlait de cette articulation locale-nationale. Et ensuite, Éric Zemmour vous répond. Localement, en 6 ans, dans ma commune, et je ne suis pas un magicien, on a baissé la dette, on est presque à 60 millions d'euros de baisse de l'encours de la dette, avec la sobriété fiscale maximale, en préservant la qualité des services. Parce qu'en permanence, on essaie de donner du sens aux missions, on essaie de s'occuper du management intermédiaire, on essaie de faire des économies. Et moi, je fais travailler les collaborateurs sur 3 objectifs. 1, qui sont contradictoires. Mais c'est normal, c'est ça être patron aussi, et d'essayer de trouver le point de rassemblement. 1, comment on diminue les dépenses, donc comment on défend les contribuables, qui sont les plus imposés du monde, 46% de prélèvements obligatoires. Donc on a la matrice publique qui prend le plus au monde, par les transferts sociaux notamment, puisqu'on est à 15% du PIB. 2, deuxièmement, comment on rend un meilleur service, une qualité de service, un service universel, parce que c'est ça qui est beau, c'est l'égalité d'accès au service, c'est l'esprit aussi républicain. Et 3, comment on arrive à améliorer les conditions de travail. Dans les services de l'État, malheureusement, on ne les fait pas travailler comme ça. Parce qu'on confond la dépense de fonctionnement et d'investissement. On rappelle que vous êtes maire de Cannes. Oui, pardon. Éric Zemmour vous répond. 2 choses. D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que les réformes ont été faites malheureusement, et que c'est ça qui a entraîné la désorganisation de l'État, et c'est ça que nous payons. Deuxièmement, je pense que l'État central français était fait pour être souverain. Or, aujourd'hui, il est désossé de tous les côtés. En haut, par l'Union européenne. En bas, par les collectivités locales. À droite, par les conseils d'audit, des cabinets d'experts qui ont justement piloté la fameuse réforme de la RGPP. Et à gauche, par les agences. C'est-à-dire que, encore, suivant la mode des libéraux dans les années 80, on a désossé l'État en agences. Le CSA, l'Agence de la santé, etc. Et puis après, on a régionalisé. Alors ça, c'était le bouquet. On a régionalisé ces agences, la fameuse ARS. Vous savez peut-être ou pas que c'est un de mes combats. Je suis contre cette régionalisation depuis très longtemps. Je sais que vous êtes contre cette régionalisation, mais vous êtes pour la décentralisation. Et vous êtes pour les réformes libérales que j'ai pointées tout à l'heure. Mais si, excusez-moi. Vous ne le savez pas. Moi, je vous connais un peu. J'ai lu ce que vous avez écrit. Vous êtes, je vous dis encore une fois, vous défendez des idées plutôt libérales, plutôt... Disons qu'en France, on est vite libéral, parce que quand on a 56% de dépenses publiques... Je vous dis que le libéralisme n'est pas une insulte. Qu'on produit 2800 normes... Mais les normes, monsieur Lisnard, c'est le libéralisme. C'est pas l'administration à la française, excusez-moi. Eh ben oui, c'est le principe même du libéralisme. Et ça, c'est une première chose. Et ensuite, il vous répond. Deuxièmement, quand vous dites les effectifs de l'État n'ont pas suffisamment baissé. Non, ils ont augmenté, monsieur Zemmour. Ils ont augmenté. Très bien. Alors qu'il y a eu des transferts de responsabilité. Très bien. Mais, excusez-moi, mais regardez dans votre jardin. Parce que s'il y a des effectifs qui ont augmenté, c'est bien dans les collectivités locales. Ça a explosé. Et s'il y a des gens qui ne travaillent pas, c'est bien dans les collectivités locales. L'absentéisme est record. Et on ne respecte même pas les 35 heures. Et s'il y a, si vous voulez, dans les collectivités locales, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que la décentralisation a été un accroissement de charges encore. Alors que, justement, l'État central ne baissait pas assez, ça je vous l'accorde volontiers, mais que
ont baissé les conditions d'exercice de l'État central. Vous le disiez vous-même, ils ont des voitures qui datent de Mathusalem, ils n'ont pas de stylo pour travailler, ils n'ont pas assez d'ordinateurs. Je veux dire, et ça, c'est un État qu'on présente comme obèse. Non, c'est un État, au contraire, qu'on a asphyxié avec des réformes contre-productives qui suivaient une mode libérale des années 80 et qui ont complètement désorganisé. Et maintenant, les libéraux viennent nous dire « Ah, bah c'est tragique, vous avez vu, cet État, il n'est vraiment pas efficace. » Alors, le maire de Cannes vous répond. Je pense que dans ce que vous dites, il y a une contradiction, parce qu'il y a des faits, il y a la réalité des faits. Vous me parliez des effectifs, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Les effectifs dans la fonction publique d'État, ces dernières années, ont augmenté plus vite que dans la fonction publique territoriale. Et les effectifs de la fonction publique territoriale 1,2%. Non. Depuis 2014. Vous avez faussé le raisonnement. Non, vous ne voyez pas depuis 30 ans. Non, je vous assure. En plus, je ne suis pas là pour démontrer. J'essaie d'être objectif. Mais monsieur Lisnard, bon, premièrement, vous ne pouvez pas dire 1,2% ah non, pas depuis 30 ans. Les précédents, mais pas depuis 30 ans. Non, mais depuis 30 ans, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu de la décentralisation. Mais justement, ça a explosé. Donc, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il y a eu un transfert de missions, donc un transfert de personnel, d'où une augmentation des personnels, et avec des abus dans certains endroits, etc. Évidemment. Bon. Mais que parallèlement, dans la fonction publique d'État, on a beaucoup de fonctionnaires qui sont mal rémunérés. Et il faut s'en occuper, on ne s'en occupe pas, qui ont du mauvais matériel, mais dont le nombre a augmenté aussi. Voilà. Donc c'est une réalité factuelle, paradoxale, et qui, à mon avis, l'identification du mal français. Deuxième élément. Ce qui est formidable dans les collectivités, c'est qu'on peut voter. On rend des comptes. Et aujourd'hui, on nous enlève ce pouvoir d'intervention. Car contrairement à ce que vous pensez, il y a une recentralisation qui fait qu'on ne peut même plus avoir une responsabilité fiscale. Pour ma part, je pratique la sobriété fiscale, baisser la dette, j'ai réduit le nombre de véhicules de 144. Et depuis 6 ans, on a réussi à optimiser la masse salariale. On n'est pas encore comme il le faut en termes de temps de travail, mais il y a un dialogue social, on travaille et je rends des comptes. Aujourd'hui, on en arrive à un point qui est contraire à l'histoire de France aussi, contraire à l'article 14 de mémoire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la vraie, la première, où on parle de consentement à l'impôt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la taxe d'habitation est nationalisée, elle n'est pas supprimée, puisqu'on n'a pas supprimé les 25 milliards d'euros de dépenses pour les écoles, pour les polices municipales, pour l'éclairage public, pour les routes, elle est nationalisée. Donc on est en train de déresponsabiliser encore un peu plus les élus, donc les citoyens, parce que ce sont les citoyens qui s'expriment dans les communes. Et je vais juste terminer. Sur les normes, on est le pays qui surtranspose le plus les normes européennes. C'est pas les autres qui nous obligent avec un pistolet sur la tempe à surtransposer. Donc il y a bien un problème de conception de l'action publique, notamment au sommet de l'État, avec une consanguinité très souvent d'ailleurs entre dirigeants, élus et hauts fonctionnaires. Ça se dit à gauche et à droite. Chloé Morin, qui est une femme de gauche, l'a dit récemment dans Les Inamovibles de la politique. Et je pense qu'il faut qu'on regarde ça avec courage. Et moi, je suis très attaché à l'État. Je suis attaché au modèle État et commune qui, pour moi, a fait la France. L'échelon national, très, très attaché. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, on est tout à fait d'accord là-dessus. Et donc, il faut notamment revenir sur ces réformes qui ont fait qu'on a désarmé les préfets, qui est une belle invention. Vous savez, vous connaissez l'adage, on administre bien de près, hein, et aujourd'hui, les préfets ne peuvent plus diriger. On a créé des agences régionales qui parfois reprennent, comme la DIRET, on parle bien sûr des ARS, mais ou la DREAL. Comment se fait-il que pour installer des panneaux solaires, avec des subventions européennes, l'accord de tout le monde, la commission des sites, enfin 3 ans de procédure, on n'imagine même pas le contrôle a priori qu'il faut. On est devenu et que tout d'un coup, une agence régionale de l'État, conjuguer tout ça, l'échelon national et l'échelon local. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous essayez de concilier tous les modèles. Non, moi je recherche vous avez un problème conceptuel. Non, si, non. Soit pas prisonnier d'un concept. Mais si, non, mais il ne faut pas être prisonnier d'un concept, mais il ne faut pas non plus être prisonnier du désordre conceptuel. Parce que là, vous êtes. C'est une sentence un peu sévère. Vous faites exactement ce que l'État et la France a fait depuis 40 ans, c'est-à-dire que vous essayez de piocher dans tous les modèles et que finalement, on a le plus mauvais de tous. Et c'est exactement. Vous me dites. Et là, vous me dites. Moi, c'est formidable, le préfet, maire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vraiment, alors là, c'est ce que j'ai essayé de défendre au début. C'est-à-dire le modèle napoléonien d'origine. Le préfet, le maire. Tout le reste, c'est de la confusion. Quand vous dites la légitimité des collectivités locales, vous avez tout à fait raison, c'est l'électeur et donc la démocratie, puisqu'il peut voter. Là aussi,
on a complètement embrouillé, c'est ça, avec le principe des communautés de communes. Les communautés de communes ne sont pas responsables devant l'électeur. Et c'est le maire qui est responsable alors qu'il n'a plus le pouvoir. Et pareil, quand vous dites les agences régionales, parce qu'on a voulu régionaliser sur le modèle européen. Ça, c'était pas dans le modèle étatique d'origine. Et ça a été un ajout encore de confusion. En vérité, il faudrait revenir au modèle d'origine, c'est-à-dire commune, département, État, et se débarrasser de ces régions qui ne servent à pas grand-chose, à rajouter encore... alors évidemment, les présidents de région vont nous dire « mais moi je sers à ci, je sers à ça ». Certes, mais ça a démembré l'État pour rien. Alors, d'une part, la discussion sur l'articulation des collectivités, elle est légitime, elle est pertinente. Bien sûr. Et on sait qu'il y a ce millefeuille, mais le millefeuille est d'autant plus indigeste que vous ajoutez une... Et c'est pour ça qu'il ne faut pas nous éloigner de la problématique de l'efficacité de l'État. Elle est fondamentale. Elle est d'autant plus fondamentale que, vous êtes le premier à le dire, nous sommes un État-nation. Absolument. Et même la nation a été faite par l'État. Et qu'aujourd'hui, un système de santé, compétence de l'État exclusive, qui consomme de mémoire pas loin de 11% du PIB, comment se fait-il que l'on ait des infirmières, des personnels médicaux qui soient moins bien payés dans le milieu hospitalier que dans beaucoup de pays? C'est pas la faute de la décentralisation, c'est pas la faute de l'Europe, c'est la faute de notre mauvaise organisation de l'État. Et je pense que sur ce point-là, vous pouvez peut-être admettre cette réalité-là. Le deuxième élément... Excusez-moi, je ne suis pas d'accord. Pardonnez-moi, regardez une ce n'est pas à caractéristique. cause de la mauvaise organisation de l'État. C'est tout simplement pour deux raisons. La première, c'est qu'on a donné le pouvoir aux administratifs sur les médecins depuis 20 ans. Et pourquoi? Et pourquoi, monsieur Lisnard? Mais pourquoi? Pour faire des économies. Donc, pour aller dans votre sens. Et deuxièmement, si on a un hôpital délabré, c'est parce qu'on a trop donné aux prestations sociales. Et que notre budget social, qui est colossal, 787 milliards, je crois, donne l'essentiel aux prestations sociales. Sur ces deux points très précis. Et j'aimerais aussi que vous répondiez, en tant que vice-président de l'Association des maires de France, comment articuler justement l'échelon national et l'échelon local à votre solution? Il faut aller sur ces deux points. Je suis d'accord sur le fait que notre système social est impuissant sans fond et qui est à la source de beaucoup de problèmes. La protection, mais la distribution en revanche, sur les affectations hospitalières, en valeur absolue, ce n'est pas du tout lié au système de social. C'est-à-dire que les hôpitaux sont dotés. C'est pas le problème. Le problème, c'est que les postes administratifs, et ça, c'est une défaillance du politique et de l'administration, quand on compare l'hôpital français à l'hôpital allemand, comme ça je prends un système bien administré, on a plus de 30% d'administratifs en plus. Je vous l'ai dit, je suis d'accord. Donc là-dessus, c'est pas la faute des autres, c'est à nous de... Ensuite, j'ai jamais dit que c'était la faute des autres. Le deuxième je dis que élément, c'est nous qui avons perverti notre système. Le deuxième élément, je pense que vous me prêtez une grille de lecture qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire que, et je vais vous provoquer un petit peu, je pense que vous avez une vision de la gestion qui est technocratique. C'est-à-dire que vous me dites, c'est votre pensée qui va faire des économies. Moi, l'économie, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est le bon service public. La fin en soi, c'est donner du sens à l'action publique. La vision technocratique, je la combats. Je vous donne un exemple. Le dispositif de Cahors. Vous connaissez le dispositif de Cahors ? C'est quoi? Dites-nous. Alors, simplement, c'était en 2017. On a dit aux collectivités, vous ne pourrez pas augmenter vos dépenses de fonctionnement de plus de 1,2%. Bon. Ce qui est complètement... Alors, moi, je m'en fous, je les ai baissés chaque année. D'ailleurs, je n'ai pas signé le contrat, parce que j'ai dit, ce n'est pas un vrai contrat, c'est léonin. Mais l'État qui est surendetté, surfiscalisé, qui ne s'applique pas la règle d'or, c'est-à-dire qui emprunte pour son fonctionnement, alors qu'une collectivité, moi, ma mairie, je n'ai pas le droit, et heureusement, je ne le ferai jamais. Si j'emprunte, c'est pour de l'investissement, c'est pour un actif, comme dans une entreprise. Viens vous expliquer comment vous devez gérer, alors qu'on a un des États les plus mal gérés du monde. Et donc, là-dessus... je me souviens très bien, je dis, mais alors qu'est-ce qui rentre dans le dispositif de Cahors? Et là, vous avez la vision technocratique, les faux sachants, les faux managers, ceux qui ont perverti, vous avez raison là-dessus, mais c'est pas, moi je me sens pas du tout là-dedans, l'appareil administratif depuis des années, et qui n'ont jamais géré une entreprise. Moi j'ai géré des commerces, des boîtes. Si une dépense me rapporte plus, j'engage cette dépense. Eux, la dépense, c'est le mantra absolu. Donc on me dit, je veux un exemple très précis, il y avait un événement, et qui générait des dépenses de collecte des déchets. Je le faisais payer par l'organisateur et on prenait une marge pour... Eh bien, on me disait non, cette dépense-là, c'est une dépense supplémentaire, elle doit être intégrée au dispositif de Cahors. Mais c'est l'absurdité que je dénonce depuis des années. Alors, vous avez voulu me provoquer, moi je vais vous agacer. Je pense qu'une des rares mesures d'Emmanuel Macron et une des rares politiques d'Emmanuel Macron que je soutenais, c'était justement
cette limitation des dotations aux collectivités locales. Et parce que j'estime que depuis 30 ans, la décentralisation, depuis 40 ans, la décentralisation a été un gouffre sans fin, qu'il y a eu une accumulation d'abus, d'immeubles somptueux construits, je le répète, d'employés qui travaillent très peu, pour beaucoup, une gestion... Quand vous critiquez la gestion de l'État, ça me fait rire, parce que vous êtes peut-être un gestionnaire impeccable, mais globalement, dans les collectivités locales, c'est quand même, accordez-moi, qu'il y a beaucoup de gens qui sont moins bons que vous, sans vouloir flatter votre vanité. Non, attendez, il termine. Deuxièmement, je ne parle pas du clientélisme. Quand vous me dites l'État ne dépense trop, etc., mal, etc., mais les collectivités locales aussi, elles abusent du clientélisme. Et les subventions aux associations sont énormes. Tout ça parce qu'il y aura un retour électoral. On voit ce que fait la maire de Paris. Ça lui a bien servi puisqu'elle a été réélue triomphalement. Je veux dire, le clientélisme, ça existe. Et ce n'est pas seulement l'État. Je ne parle pas des départements qui gèrent l'action sociale, etc., et qui le prennent à cœur parce que ça permet ensuite un retour sur investissement électoral. Je veux dire, moi, je pense qu'il faut balayer devant tout le monde. Je ne suis pas... Il y a des maires remarquables, il y a des... évidemment que... Cette opposition me paraît factice. Voilà. Vous allez répondre tout à l'heure sur le clientélisme, mais je voulais juste vous dire aussi, vous relancer sur le fait que vous dénoncez à la fois la mauvaise gestion de l'État et en même temps l'essor de l'État nounou dont vous parlez. On va y venir avec grand plaisir. Exactement. Non, mais là aussi, il faut être précis. C'est-à-dire que quand on parle de dépenses, vous parliez des dotations. Donc moi, je vous parlais du dispositif de Cahors, ce n'est pas les dotations. C'est-à-dire qu'on remet en cause la libre administration des collectivités sur leurs dépenses. Bon, il a volé en éclats avec le Covid, ce dispositif de Cahors, mais ce n'était pas admissible. C'est largement factice, ce n'est pas vos impôts. Donc, deuxième élément. Juste, je vous rappelle que les dotations ne sont pas des subventions. Les dotations dont vous dites que, d'abord, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'était Manuel Valls, puisqu'il, pour la première fois, à l'été 2014, absolument, et qu'elles avaient diminué. Parce qu'il y avait un problème, vous voyez. Et c'était quoi c'était quoi les dotations ? C'était mécaniquement, à l'euro près et avant au franc près, l'équivalence du transfert de charges de l'État vers les collectivités. C'est-à-dire l'État disait... depuis les années 60, parce qu'il y a eu le transfert de charges, mais aussi des transferts de fiscalité, ou des reprises de fiscalité. Il y avait la patente qui avait disparu, vous vous souvenez de la patente, absolument, puisque si vous connaissez le commerce, etc. Donc l'État disait, j'empêche la mairie ou le département de percevoir cette recette, mais je lui compense. Et ensuite, il a dit que la loi de décentralisation, non, mais c'est très important, je lui transfère des missions et je lui compense. Donc c'est un argent qui appartenait aux collectivités. C'est pour ça que tous les maires sans ont... vous embêter, ensuite, on est un peu technique là. On est un peu technique. Qu'il y ait du clientélisme, c'est une évidence, il faut le combattre. C'est le travers de la proximité. La proximité a beaucoup de vertus, parce que la proximité, elle crée la responsabilité. Ensuite, mais je vous ai répondu. La responsabilité, elle a complètement été dévoyée par la structure des communautés de communes. Alors, sur le clientélisme. Oui, donc il y a clientélisme, il y a irresponsabilité. C'est-à-dire que moi, même les maires s'en plaignent, monsieur Lisnard. Beaucoup de maires s'en plaignent et je suis, moi, pour l'intercommunalité, je ne suis pas pour la supracommunalité. C'est comme au plan international, d'ailleurs. Je suis pour l'international et pas pour le supranational. Donc, des intercommunautés qui fonctionnent très bien et qui ont permis d'avoir des moyens d'atteindre des aides critiques et d'autres qui fonctionnent moins bien. Elles ne sont pas élues. Ensuite, vous êtes attaché à la souveraineté populaire. Donc, c'est au peuple de trancher. C'est au peuple d'élire ses maires et ses représentants. Et donc, c'est ce que je vous dis. Et on ne peut pas dire de façon péremptoire qu'il y a une majorité de gens qui ne bossent pas dans les collectivités, parce que c'est faux. Parce que ce n'est pas vrai. J'ai dit comme dans l'État, qu'il y a une majorité, les fonctionnaires bossent très bien. Est beaucoup plus et moi, je n'oppose pas l'État aux collectivités. Tout ce que je dis pas qu'ils ne bossent pas. Les mairies sont les partenaires de l'État. Moi, je suis attaché à l'État. Mais je sais bien. Il y a beaucoup de maires qui sont comme vous, monsieur Lisnard. Ils sont attachés à l'État. Et donc, on est les partenaires de l'État, naturellement. Alors l'État nounou dans tout ça ? L'État nounou, c'est... j'ai vu d'ailleurs que Mathieu Laine avait sorti un ouvrage qui reprend cette expression, qui est une expression ancienne. C'est lorsque toute la journée, un État qui n'arrive plus à être fort sur le régalien, qui n'arrive plus à faire exécuter les peines de prison, qui n'arrive plus à arrêter les dealers, c'est-à-dire qui est faible sur ce qui est de son ressort, vous fait des injonctions pleines, comme dirait Nietzsche, de moraline, quoi. Donc, vous êtes sur l'autoroute, on vous rappelle, mettez bien votre ceinture, il faut mettre la ceinture. C'est toutes ces injonctions pleines de bonne conscience qui, moi, à titre personnel, je trouve extrêmement exaspérantes et qui alimentent une espèce de spirale de l'irresponsabilité. Il faut recréer de la confiance.
C'est fondamental. Et la confiance, elle passe par la responsabilité. Et d'ailleurs, nous-mêmes, en tant que citoyens, on est très contradictoires. On demande beaucoup à l'État, on accepte peu son autorité. Donc, il faut que l'État se ressente sur ses missions et que l'ordre de la morale, c'est de l'ordre de l'intime et du personnel et pas de cette espèce d'approche d'un État très bienveillant, très féminin, qui vous entoure. Moi je trouve ça extrêmement... Alors on peut en parler longuement, hein, mais je trouve ça très, très déplaisant et à mon avis, très destructeur de civisme. Très destructeur de civisme, paradoxalement. Et on est tout à fait d'accord sur ce point, puisque Christine me taquine toujours, parce que j'avais écrit un livre sur la féminisation de la société, et en particulier la féminisation de l'État maternant, etc. Mais il y a des choses différentes. Il y a des choses différentes dans cette notion. Il y a d'abord effectivement un État qui fait la morale. D'ailleurs, vous pourriez aller beaucoup plus loin que mettre sa ceinture et faire des leçons de vitesse. Il y a une morale politique. Il y a une morale idéologique, avec les lois contre la haine, etc., cette conception délirante du débat public, qui sont de plus en plus liberticides. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'État passe son temps à faire la morale et à imposer une morale publique. Et ça, c'est vraiment de plus en plus tyrannique et de plus en plus étouffant. Mais il y a plusieurs choses. Quand on dit l'État nounou, on pense d'abord au social. C'est-à-dire que la nounou, elle s'occupe des citoyens comme des enfants. Et elle leur donne à manger, elle les lange, etc. Donc ça, c'est ça qui est d'abord reproché. Je connais bien Mathieu Laine, mais vous allez dire encore que je parle de libéraux, mais c'est un libéral assumé, donc il n'y a pas de honte à cela. D'ailleurs, c'est une vieille histoire. Déjà au XIXe siècle, les libéraux dénonçaient l'État-providence parce qu'il y avait quelques petites protections. Je pense que vous parliez tout à l'heure de la tradition millénaire de la monarchie française, qui a toujours été protectrice, qui a toujours protégé les petits contre les gros. D'ailleurs, la monarchie française repose sur l'alliance avec le tiers-État contre l'aristocratie. Et on célèbre aujourd'hui la mort de Louis XVI, c'est justement parce que Louis XVI... Et de Lénine aussi. Justement parce que Louis XVI est apparu comme l'homme des privilégiés et qu'il a rompu apparemment cette alliance avec le tiers-État, qu'il en est mort. Donc il y a une tradition française de la protection. Maintenant, il y a, si vous voulez, une dérive, moi, que je situerais dans les années 70-80. C'est-à-dire qu'il y a deux protections sociales françaises. Il y a la protection sociale née de 1945, qui est la sécurité sociale, les allocations sociales, la retraite, etc. Ça qui sont le contrepoint de cotisations, etc. Ça, c'est le système français de 1945, l'État-providence de 1945. Et puis, il y a à partir de 1974 deux évolutions qui sont pour moi des dérives. La première, c'est l'assistanat. On donne de l'argent de plus en plus sans contrepartie de cotisation et de travail. Et deuxièmement, il y a la mondialisation de l'assistance sociale française. C'est-à-dire que jusqu'aux années 70, il y avait un principe de préférence nationale pour tout ce qui était allocation sociale. Et à partir des années 70-80, il y a petit à petit une mondialisation, c'est-à-dire qu'on ne respecte plus ce principe de préférence nationale et qu'on donne de l'argent au monde entier dès qu'il vient en France. Et c'est ça la cause de l'explosion des dépenses. C'est ça le problème fondamental. C'est là qu'on arrive à 787 milliards de dépenses sociales et qui fait que, contrairement à ce que vous dites, les hôpitaux ne sont pas bien dotés et qu'on ne peut pas augmenter les salaires des infirmières, etc. Et que le bureaucratique prend le dessus sur les médecins parce qu'ils passent leur temps à leur dire non, il ne faut pas dépenser, il faut rentabiliser, etc. C'est parce que le budget social qui est financé par l'endettement, qui plus est, explose parce que justement on a mondialisé cette protection sociale qu'on arrive à ne plus pouvoir financer ce qui était normal dans le cadre social français. Je veux dire, il faut pas, d'après moi, tout mélanger. Je laisse répondre. On a à peu près 25 minutes. Je partage beaucoup de choses après, on passe à la deuxième partie. Vous avez dites, sauf quand vous essayez de trouver un point saillant et revenir sur l'hôpital. Je répète que... Non, mais c'était un exemple, parce qu'on parle de ça depuis un an. Les revenus de transfert, les dépenses sociales en France, c'est pas loin de entre 700 et 800 milliards d'euros, vous l'avez dit.
Et c'est donc un gros tiers du PIB. Les dépenses de santé, elles, sont quasiment de 11%, et que les dépenses de l'hôpital en France font partie des dépenses les plus élevées du monde, qui en revanche... Mais pourquoi 11%, c'est pas énorme, les Allemands ont autant. Pourquoi oui, on fait partie des pays développés, donc c'est beaucoup. Oui. Et tant mieux. Et moi, je trouve ça logique pour la santé qu'on investisse. Non. En revanche, ce que je veux réduire, c'est le poids de l'administration dans les hôpitaux. Mais oui, tout le monde, vous essayez d'en faire un point saillant. Mais il faut le faire. Mais le poids de l'administration a gonflé parce qu'on voulait des économies. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est pour ça que je suis contre ce système, monsieur. C'est pour ça. On n'a pas voulu des économies. C'est précisément parce qu'on ne sait pas gérer comme on gère dans une boîte qu'on laisse des fonctions administratives exacerbées prendre le dessus. Alors, messieurs, c'est sûr que cette pensée... Vous croyez que dans les grosses boîtes, il n'y a pas aussi de bureaucratie? Bien sûr que si, sauf qu'on rendait compte... Comme il n'y a plus de responsabilité, voilà, et je vous rappelle que ce que j'ai dit au début... cette pensée-là, elle contredit... Je vous rappelle ce que je vous ai dit au début, c'est que le management public a été inspiré par les cabinets privés, en particulier américains, comme on l'a vu récemment. Messieurs, il reste, le temps file, il nous reste deux parties. On a les deux, d'ailleurs, vous l'avez vu sur la logistique. Je vous le fais pas dire. C'est ça qui est extraordinaire. On a les prélèvements les plus élevés du Exactement, et on a les cabinets. Et en plus, on prend le cabinet, donc on a la peine. Alors, David Lisnard, vous avez dit récemment, je vous ai entendu sur Sud Radio, il faut redonner du pouvoir aux politiques, c'est-à-dire au peuple. Comment réconcilier le lien entre le peuple et les politiques? On connaît la défiance. Vaste programme, aurait dit le général. D'abord, je pense que ça passe par l'efficacité. C'est-à-dire que dans la démocratie, il y a démos, il y a le peuple, on le rappelle tout le temps, et il y a des problématiques. La démocratie représentative, est-ce qu'elle est représentative ou pas? Enfin, on peut en parler. Mais il y a aussi cratie, c'est-à-dire qu'il y a pouvoir. Et si on a l'impression qu'il n'y a plus d'alternance, il faut qu'il y ait des confrontations d'idées, de conceptions. Quand je disais tout à l'heure, on n'a ni la vision ni la gestion. Je pense qu'il faut une vision et une gestion. Et que, grosso modo, il y a un bloc qui croit à l'égalité, qui est plutôt à gauche, il y a un bloc qui croit plutôt à la liberté, qui est à droite, même si c'est pas si... c'est très schématique. Mais c'est bien qu'il faut qu'il y ait un choix. Pour qu'il y ait démocratie, pour redonner confiance, il faut qu'on se dise, tiens, si je vote, je choisis. Parce que ma grande crainte, aujourd'hui, c'est que l'expression se fasse hors du champ politique, classique. On a des forces centrifuges qui s'expriment aujourd'hui en France, classiques, les Black Blocs, l'extrême gauche violente, avec ses collabos médias, etc. Vous avez le mal-être que l'on a ressenti chez la France périphérique, chez les Gilets jaunes, première génération, avant que ça soit récupéré de façon politicienne. Vous avez, et par l'extrême droite. Vous avez également toute cette importance qui, je pense, nous exaspère tous et exaspère 99% des Français, les mouvements américains de politiquement corrects, qui sont en train de donner une conscience politique de victime à tous les enfants d'immigrés, quels qu'ils soient. Là où on aurait pu avoir des frustrations sociales ou des attentes d'accès à la société, là on est en train de les victimiser, ce qui est très grave, ce qui est gravissime. Donc il y a des forces centrifuges. Il faut pour cela qu'on ait des choix d'idées, de conceptions, de programmes, de projets, de personnalités et qu'on ait la capacité d'exécuter les choses. L'exécutif doit exécuter. J'avais dit à M. Castex une fois, vous êtes à la tête d'un exécutif qui n'exécute plus. Pour plein de raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, sur les entraves juridiques, sur l'auto-limitation, le politiquement correct, le fait de ne pas aller au bout des choses, de ne pas poser les problèmes. Là, Churchill disait, on ne règle pas un problème en le mettant de côté. Or, aujourd'hui, c'est l'agenda émotionnel que l'on retrouve dans les grands médias et sur les réseaux sociaux, qui très souvent fait l'agenda politique. Mais c'est beaucoup de sujets qui nous prendraient plusieurs heures, je suppose, d'échange. Je sens chez vous une certaine nostalgie pour le bon vieux débat droite-gauche des années 70. Je peux comprendre d'ailleurs, parce que moi j'ai connu mon adolescence à cette époque-là et j'adorais ce genre de joute. Donc je peux comprendre cette nostalgie, mais je pense que là, en l'occurrence, ça ne reviendra pas. C'est-à-dire que pas sous les mêmes en tout cas voilà. Non, ce que je veux dire, mais sinon il y aura toujours. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait quand même des visions qui s'affrontent. C'est ça que je veux dire. Mais il y en a. Mais Monsieur Lisnard, il y en a. C'est ce que je vais dire. Il y en a. Pardonnez-moi. Non, je vous en prie. Il y en a. Je pense que les visions qui s'affrontent, elles sont sur la table. C'est-à-dire que depuis à peu près 20 ans, 30 ans, il y a des gens qui ont bien compris ce qui se passait. Je ferai référence d'abord aux États-Unis, à Christopher Lasch, qui a très bien compris la sécession, ce qu'il a appelé la sécession des élites. Puis chez nous, à Christophe Guilluy, qui a enchaîné dans la même veine et qui explique très bien comment... la France périphérique. Exactement, mais l'origine, c'est la sécession des élites. Je ne voudrais pas qu'on dise que c'est la France périphérique. L'origine, ce sont les élites qui font sécession dans tout le monde occidental des peuples nationaux
qu'il trouve ringard, qu'il trouve beauf. Il préfère l'univers mondialisé. Il préfère même une alliance objective avec les enfants de l'immigration, comme on voit cette semaine de Joe Biden et des démocrates. C'est très révélateur de ce qui s'est passé depuis 30 ans, sur le dos des peuples américains, anglais, français, etc. C'est ça le clivage. Vous voulez un clivage, mais vous l'avez, et c'est ça le clivage, et il est fondamental. Alors, effectivement, après, il faut l'organiser, et là, c'est plus difficile. Mais on a aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, le bloc bourgeois qui s'est allié, qui s'est mis derrière lui, c'est-à-dire la bourgeoisie de droite, la bourgeoisie de gauche, qui s'est mis derrière Emmanuel Macron. Et vous avez complètement dispersé toutes les oppositions qui sont dans les classes populaires, dans les classes moyennes, etc. Maintenant, il faudrait, je pense, pour retrouver un vrai clivage et pour pouvoir affronter ce bloc bourgeois, détacher une partie de la bourgeoisie, en particulier de la bourgeoisie de droite, pour qu'elle revienne dans une espèce de synthèse gaulliste ou une synthèse qu'a très bien réussi Boris Johnson en Angleterre, vers les classes populaires. Et là, on aura effectivement, il faut que cette partie des élites et de la bourgeoisie reprenne une conscience nationale, abandonne cette conscience mondialiste, universaliste, qui lui a servi de boussole depuis 30 ans, pour revenir vers les classes populaires françaises. Et là, il y a une synthèse politique qui referait un vrai clivage. Et je complète, est-ce que les réseaux sociaux ont tué la politique? Je complète. Alors, les réseaux sociaux n'ont pas tué la politique, mais ils ont créé une nouvelle agora et qui crée, qui a ses avantages et ses défauts, mais qui crée une sorte de tyrannie. Alors, Tocqueville, d'ailleurs, est très opérationnel, encore une fois de plus là-dessus. C'est-à-dire, quand il parle de la tyrannie de la majorité, il y a des espaces de dialogue, de débat sur les réseaux sociaux. Et il y a des majorités qui se créent, qui sont souvent des majorités exacerbées, très radicales, et qui tyrannisent et qui tétanisent, quoi. Donc, les réseaux sociaux, il faut faire... Et c'est là où la démocratie a besoin aussi de temps. Moi, je suis attaché, par exemple, à l'exercice des élections, où on prend le temps, il y a une maturation, on vote, et on ne peut pas ne diriger que par des conseils citoyens, en appuyant sur un bouton au fur et à mesure, parce que c'est une nouvelle forme de tyrannie. Donc, les réseaux sociaux ont permis de faire éclore des personnalités nouvelles, des idées nouvelles, parfois de désigner des choses qui étaient hors du champ médiatique. Donc, absolument. C'est un outil démocratique, mais qui, comme tout outil, a un corollaire. Chaque médaille a son revers, donc il faut l'apprivoiser. Tout part de la praxis politique. Dans une analyse qui mélangeait un peu l'idéologique et le sociologique, c'est d'ailleurs assez vrai qu'il y a eu cette alliance des bourgeoisies. Je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Les grands oubliés dans l'affaire, et c'est ce qui affaiblit la démocratie, c'est que nos démocraties libérales, elles se fondent sur une classe moyenne qui a un espoir de progrès. Et aujourd'hui, les classes moyennes sont les grandes oubliées. Et les grands oubliés, on le retrouve d'ailleurs, on le retrouve dans beaucoup de... Et la Fondation d'innovation politique, Dominique Régnier, qui fait un très bon boulot lui aussi, a bien démontré ça et pas très optimiste sur l'avenir. Donc démontrer que l'on peut arriver sur 3 piliers, avoir une société plus libre de créer, moins entravée par des contrôles a priori sans arrêt, c'est-à-dire cette omni-réglementation qui nous entrave au quotidien, qui fait que, parce qu'on est incapable, l'État est incapable de pénaliser, de sanctionner l'abus, eh bien il bloque l'usage. Voilà, c'est avec la philosophie maximaliste des ayatollahs parfois environnementaux qui consisterait à dire qu'il faut être décroissant, il faut interdire la vie pour qu'il y ait de la mort, quoi, si vous voulez. Bon, là, la société plus libre. Deuxièmement, un État plus fort, recentré sur ses missions, qui fait exécuter les peines, qui veille au respect des règles, qui soude la communauté nationale. Et troisièmement, une nation ressoudée par la culture, par la formation, par l'égalité des chances, par le mérite, le vrai mérite, celui de l'effort, celui du travail, celui qui nous permet de sortir de notre condition. Moi, en tout cas, c'est ce qui me motive dans mon petit combat. Non, mais j'ai beaucoup de points communs avec ce que vous dites à la fin. Je voudrais reprendre quelques points. Oui. Vous dites les réseaux sociaux favorisent des dominations tyranniques de majorité. Je me permets de ne pas être d'accord, et vous dites Tocqueville a bien compris ça. Je pense que Tocqueville est désuet. Je veux pas paraître iconoclaste. Aristote aussi peut-être, mais c'est bon de se référer à Tocqueville. Attendez, pourquoi il est désuet? Il a eu raison, évidemment, pendant 150 ans, c'est-à-dire la domination de la majorité qui se fait tyrannique sur les minorités parce qu'elle est la légitimité du suffrage universel. Mais aujourd'hui, nous avons le contraire, c'est-à-dire que nous avons la tyrannie des minorités
avec les lobbies sexuels, féministes, antiracistes, décoloniaux, etc., ce sont des minorités, même parfois des infimes minorités. Mais le pouvoir appartient parfois aux minorités actives. Hein. Mais justement, qui actionne le juge, et c'est là le système qui détruit la démocratie. Nous avons des minorités qui actionnent les juges, et les juges qui sont les complices de ces minorités, et qui, au nom d'un prétendu état de droit, imposent une idéologie progressiste, une idéologie qui va à l'encontre des volontés de la majorité, mais qui est l'apanage de ces minorités. Et là, il y a un problème. Vous disiez tout à l'heure que je cite souvent M. Schuttel, évidemment, parce que lui, il a bien compris on pourrait citer aussi Mme Anne-Marie Le Pourrier, qui est remarquable et qui, ça fait des années qu'elle a très bien compris cette exploitation absolument scandaleuse de ce qu'on appelle l'état de droit. Qu'est-ce que c'est l'état de droit ? C'est la soumission au droit, c'est la soumission à la norme, à la loi, et c'est la hiérarchie des normes. Sauf qu'aujourd'hui, on l'utilise pour imposer à la majorité et au gouvernement une idéologie progressiste. Donc c'est ça qu'il faut briser. Et c'est ça que déteste la majorité du peuple. Et c'est pour ça que le peuple ne se retrouve plus dans la démocratie, parce que justement, ce n'est plus la démocratie. C'est le gouvernement d'une oligarchie, ce qu'on aura appelé sous la Troisième République le gouvernement des juges, qui a fait alliance avec des minorités qui peuvent gouverner ainsi à travers lui. Alors, je laisse répondre sur l'état de droit. Il reste 14 minutes. Permettez-moi quand même de me lancer aussi la prochaine question sur l'unité nationale à l'épreuve des particularismes. Mais on en parle d'ailleurs. Voilà. Oui, tout à fait. On est déjà dans le thème. On commence. Tout à fait. Non, je partage beaucoup de choses là-dessus. Simplement, ce que je voulais dire, et où Tocqueville, enfin, je suis pas là pour. Peut-être parce qu'il est mort à Cannes et qu'il écrivait tellement bien. Je suis tout à fait d'accord. Quel bonheur de. Je vous recommande ses souvenirs. Mais ces souvenirs sont fantastiques. Magnifique. On est d'accord. Et vous répondez quand vous voulez à la question. Je peux vous laisser. Hein. Non, si on parle des souvenirs de Tocqueville, on a. Et d'ailleurs, le livre de Nicolas Bavrez est remarquable parce que je ne sais pas si vous avez pu le lire. Mais j'ai débattu avec lui là-dessus, justement. Et donc, pour revenir là-dessus, c'est-à-dire que notamment sur les réseaux sociaux, dans les universités aussi, se créent des espaces où ces minorités sont majoritaires. Et la matrice que développait Tocqueville, c'est là, je veux dire qu'elle est pertinente. Elles sont pas majoritaires, monsieur Lisnard. C'est que, non, dans certains espaces... Même, elles sont jamais majoritaires. Moi, je l'ai vécu, il faut vous dire que quand... Même dans les universités. Non, elles sont ultra minoritaires. Elles imposent leurs lois. Non, dans certaines universités, elles sont majoritaires. Elles sont devenues malheureusement majoritaires, certaines universités. Mais moi, je l'ai vécu, j'ai vécu cette violence apparente. Et cette apparence de majorité, alors, disons, raison numéro 1. Voilà, si vous quand voulez. j'avais pris l'arrêté anti-Burkini, j'étais le premier maire de France pour des raisons d'ordre public. Hein, parce que c'était juste après l'attentat de Nice, je n'avais pas communiqué, je prends cet arrêté. Je règle le problème. 15 jours après, un dérivé du CCIF m'attaque, et là, je vois la machine se mettre en œuvre, me faire démonter, me faire traiter de tout, de fasciste, de tout, bon, bref, d'islamophobes, ce qui est faux. Et on vous a emmené au tribunal comme moi ? Alors, je suis allé au tribunal, non pas sur le plan pénal, sur le plan administratif. J'ai gagné au tribunal administratif, mais comme ensuite ces arrêtés ont été repris, c'est devenu un phénomène politique, et parfois il n'y avait pas trop l'ordre public, il s'est retrouvé attaqué, annulé. Je suis un habitué, moi, du djihad judiciaire. Bon, donc ces effets-là, ces effets de meute, ils existent. Et c'est ce que décrivait Tocqueville. Deuxième élément, vous avez raison, c'est-à-dire que il faut plus se laisser impressionner par ces effets tonitruants. Je pense que la majorité du peuple français, on ne peut pas parler au nom du peuple, on est tous une composante du peuple, mais ne supporte plus de voir ces excès se traduire en droit. En revanche, sur l'état de droit, je pense que l'état de droit, il ne faut surtout pas le fossiliser. C'est là où on a une nuance. C'est-à-dire que l'état de droit accompagne la garantie de liberté fondamentale. L'état de droit est utile à l'équilibre et au contrat social. J'aime bien l'approche de Marcel Gauchet, parce qu'il pose bien la problématique. Il dit, attention, l'état de droit fossilisé est devenu aujourd'hui entrave la souveraineté populaire. Mais c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter le bébé de l'état de droit avec l'eau du bain de ce que vous décrivez, qui est juste. Lisnard, personne ne veut jeter le bébé tant mieux. Mais personne. Et je pense qu'il faut le rappeler. Je vous dis, l'état de droit, c'est simplement la soumission au droit. Mais qui fait le droit ? Soit on pense au droit. Attendez, parce qu'il y a deux choses. Il y a le positivisme juridique, c'est le peuple français, ou alors il y a la notion de droit naturel. Le problème, c'est que cette notion de droit naturel, qui vient de la religion chrétienne, etc., a été dévoyée
par un droit de l'hommisme invétéré, et c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une interprétation de la Déclaration des droits de l'homme par les juges et par les juges les plus progressistes, qui fait qu'on nous impose une idéologie et qu'on appelle ça l'état de droit. Et quand on veut protester contre ça, on nous dit « vous respectez pas l'état de droit ». Alors là, moi je dis non, il faut affronter cette conception d'état de droit et il faut demander au peuple par référendum, de trancher et de changer cela. Et c'est la seule solution. Après, sinon, un vrai vous aurez débat. toujours la tyrannie des minorités. Non, mais je suis d'accord. Moi, Vous êtes d'accord pour le référendum je propose un référendum pour adapter la règle suprême. Comme le disait, c'est Jean-Ric Chotel qui dit un traité, ça se renégocie. Absolument. Et une constitution, ça se modifie. Alors, messieurs, donc il faut un débat. Vous voyez, pour revenir après, au début, mais question, la boucle Il nous reste que rhétorique, 10 vous allez voir, ça va vous plaire. Quand on parlait, J'espère. dans ce que je propose, je souhaiterais, comme citoyen, sur l'amélioration de l'appareil de l'État, qui, à mon avis, est obsolète, ne fonctionne pas, et c'est là où on n'est pas d'accord sur les raisons et les manifestations. On a dit, ouais. Eh bien, moi, je pense, par exemple, qu'il est absolument anormal qu'il y ait une seule école de magistrature. Je suis pour qu'il y ait plusieurs écoles de magistrature, d'une part, qu'il y ait une concurrence entre écoles. J'aime la concurrence, c'est ainsi. Et je pense qu'elle est une bonne stimulation, comme en sport, comme en amour, comme dans beaucoup de choses. Et deuxième élément, je pense que, allez, comme en Grande-Bretagne, vous-même citiez la Grande-Bretagne tout à l'heure, donc je m'autorise à le faire, eh bien, il puisse y avoir des passerelles et que des avocats puissent devenir magistrats. Parce que pour ce qui vous décrivez, qui est juste arrive, une fois de plus, parce qu'on a une consanguinité sur des postes importants. C'est-à-dire que les gens sont plutôt bien formés, sont honnêtes, mais ils ont la même matrice intellectuelle. Il y a un conformisme. Vous savez, Raymond Aron disait « Je déteste autant le conformisme et le révolutionnarisme ». J'aime beaucoup cette maxime de Raymond Aron. C'est bien de dénoncer la consanguinité, tout ça. Sauf que et des propositions pour la changer. Non, mais très bien. Sauf que aujourd'hui, nous avons l'ensemble des élites qui est endoctriné par la même idéologie. Dans toutes les écoles, que ce soit l'ENM, Sciences Po, les universités, etc., les écoles de commerce, etc. Vous avez la même idéologie, le même progressisme, dont sort d'ailleurs un Emmanuel Macron, et qui soumet toutes les élites, y compris la classe politique, y compris à LR qui se soumet bien souvent à cela. Donc ça ne sert à rien de faire plusieurs écoles. C'est comme les écoles de journalisme. Les écoles de journalisme, il y en a plusieurs. Elles ont toutes la même idéologie. Mais parce qu'elles ont toutes la même structure. Le problème, il est idéologique. Il n'est pas concurrentiel. Alors, messieurs, j'aimerais vous poser une dernière question. Je réfléchis comme il nous reste 8 minutes. La dernière, sur l'unité nationale. Oui. D'accord parce qu'il y a l'insécurité, par exemple, qui mine l'unité nationale, notamment provoquée par la hausse des incivilités. Vous avez fait un livre, je le rappelle, sur notamment l'incivilité, et Cannes veut être exemplaire en matière de lutte contre l'incivilité. C'est un terme utilisé généralement pour désigner des actes de délinquance égoïstes ou malveillants. Est-ce que la France est devenue incivique et pourquoi ? Alors, d'abord sur les mots. L'insécurité et l'incivilité, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des passerelles, mais ce n'est pas la même chose. Et justement, quand on les confond, qu'on décourage la bonne action publique. L'incivilité, c'est un trouble anormal à la tranquillité publique. C'est la personne qui jette un papier par terre en se disant « je ne suis plus citoyen, je suis consommateur d'espace public, je paye mes impôts, donc quelqu'un doit le ramasser à ma place ». C'est la personne qui ramasse pas la crotte de chien. C'est celui qui casse l'abribus. C'est celui qui fait du bruit et qui dérange ses voisins et qui leur fait un bras d'honneur et qui les insulte. Je parle des incivilités dans l'espace public. Donc, il faut appliquer, pour moi, les deux théories et les concilier. Celle du carreau cassé, c'est-à-dire que plus on répare vite, moins il y a de dégradation, et celle de la tolérance zéro. Ce qu'avait fait Rodolphe Giuliani aux États-Unis, à New York, qui avait très bien fonctionné. Encore faut-il avoir le pouvoir de le faire. Donc ça passe par l'éducation, la sensibilisation, la communication, la sanction. La sanction fait partie de l'éducation. Or, aujourd'hui, si vous demandiez le taux d'effectivité de recouvrement des amendes pour contravention sur les incivilités, vous seriez effaré. Je pense que, par exemple, sur le métro, on sait que la fraude sur le métro, 80% des amendes ne sont pas recouvrées. Donc ça passe une fois de plus par l'exécution des choses. Avant de vouloir refaire des grandes lois, du théâtre politique, on fait exécuter les lois. Et donc, le problème, c'est que... Vous dites qu'il ne faut pas... Ensuite, ça débouche sur l'insécurité parce qu'il y a une spirale du sens où on se retire de la communauté, on ne se sent plus dépositaire de la communauté nationale, et l'incivilité et l'insécurité, de ce point de vue-là, ont une passerelle évidente. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont prouvé les Wilson et Kelling que j'évoquais tout à l'heure sur la théorie du carreau cassé. Oui, vous dites que c'est un bras d'honneur à la collectivité, un abandon de soi, l'incivilité. Et ça coûte très cher en plus. Alors, Éric Zemmour. Pour réparer. Moi, je ne pense pas. Je ne pense que l'incivilité, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un mot inventé, comme on en a inventé des tas depuis 30 ans, pour atténuer la réalité.
C'est tout. pas du tout ce que je dis. Alors laissez-le répondre. Non, mais C'est pas du tout ce que je dis. Ben justement, c'est pas du tout ce que vous dites. Et l'incivilité, justement, désigne autre chose. Oui, je suis d'accord, mais moi je ne pense pas. Je pense que l'incivilité, c'est un mot inventé pour adoucir, comme on le fait, comme on appelle des jeunes, comme on a, etc., etc. Donc je pense que ce n'est pas ça. Il y a en fait, en vérité, ce que j'appelle le djihad du pauvre et le djihad du riche. C'est-à-dire qu'il y a, Alain Bauer est venu ici, on en a discuté très longuement, c'était très intéressant, vous savez, le grand spécialiste de la criminologie, il y a un lien entre la petite délinquance, la grande délinquance et le djihadisme, le terrorisme. Ce sont les mêmes, et on les prend, et ils viennent simplement petits, et ils deviennent grands. Il y a un continuum. En vérité, il n'y a pas d'incivisme. Il n'y a pas d'incivisme, parce que vous faites de la philosophie, vous raisonnez comme un philosophe, alors que d'après moi, il faudrait raisonner comme un démographe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incivisme, il y a simplement un changement de population. Et il y a un changement de population qui ne se comporte pas comme la population d'avant. Et qui a, l'historien Vermeuren, spécialiste de la colonisation et du Maghreb, explique ça très bien. C'est-à-dire qu'il y a une jeunesse, en particulier maghrébine, qui a importé l'incivisme de ces régions, mais qui là-bas est traité par la dictature, dans des régions où il n'y a pas de dictature. Et donc évidemment, il y a un choc culturel, il y a un choc chronologique et qui fait ça. En plus, quand vous dites c'est un bras d'honneur à la collectivité, non. C'est un bras d'honneur à la nation, à la France. C'est-à-dire qu'ils sont inciviques parce qu'ils ne veulent pas être français. Et donc c'est une façon de, si vous voulez, faire du mal aux Français. Il y a un rapport, il y a une lutte de civilisation sur le sol français. Alors on passe notre temps à atténuer ça, à donner des mots qui disent « Ah ben non, c'est pas ça ». Mais la réalité, elle est là. On va avoir du mal à débattre sur ce point-là parce qu'on ne parle pas de la même chose. Vous parlez d'un sujet qui est un vrai sujet. Donc je veux bien qu'on en parle. C'est lié, monsieur. Mais je ne dis pas que ce n'est pas lié. Bon. Et qu'il y a un continuum de la petite délinquance, c'est vrai. C'est vrai, le trafic de drogue, l'islamisme sont liés très profondément. Voilà. J'étais un des premiers à dénoncer les écosystèmes islamistes. Voilà, je les ai combattus dans ma ville. Voilà. 1. 2, vous me dites je raisonne comme un philosophe ou pas. Je prends ça comme un compliment, mais je raisonne surtout comme un maire, un père de famille, et qui constate que les incivilités, c'est autre chose. Et que c'est aussi un problème, certainement moins important que le conflit de civilisation que vous évoquez, dont on peut parler longuement, mais qui est un vrai problème. C'est-à-dire et qui est lié à des comportements qui traduisent une hyperconsommation de l'espace public. Quelqu'un qui va avec son gros véhicule et qui veut rentrer dans l'école presque avec sa voiture parce qu'il ne veut pas faire 100 mètres avec son enfant, c'est une incivilité, ce n'est pas de la délinquance. C'est un autre phénomène, mais qui pose problème aussi dans l'organisation de la cité, dans un rapport à la nation, dans un fait qu'on se sent... Pourquoi j'aime le civisme ? Parce que le civisme, c'est la responsabilité dans l'espace public. Et c'est ce qui nous concerne, nous, tous. Oui. Qu'ensuite, il y a d'autres problèmes, vous avez raison, mais c'est un autre sujet dont on peut parler. Ah non, c'est pas un autre sujet, il y a un lien. Il y a un lien entre tous ces sujets. Quand une personne... On ne parlait pas de ça il y a 40 ans, pourquoi il n'y a pas un lien entre, comme dit Éric Zemmour, selon vous ? Pourquoi on n'avait pas cette discussion il y a 40 ans ? Vous voyez, moi, dans ma ville, il n'y a plus de tag, comme dans beaucoup de villes de France. Bon. Dites-moi, c'est une incivilité que faire un tag, une atteinte à la propriété. Les crottes de chien. Qui fait des tags ? Des gamins qui sont dont vous seriez justement des gamins qui ne sont pas marqués d'un point de vue ethnique, voilà. Ah oui. Les crottes de chiens ça, sur les trottoirs. Ah ben non. Mais c'est parce que vous n'êtes pas maire, vous ne connaissez peut-être pas bien la réalité. Je suis pas maire, mais non, mais en plus, je vous assure là-dessus. Après, moi, j'ai aucun problème pour dire les problèmes de l'immigration, qu'on a un problème quantitatif, donc il y a une incidence qualitative sur le comportement dans la société. J'en suis archi d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On peut en parler longuement, il n'y a pas de difficulté. Les déjections canines, vous disiez ? Les déjections canines. Alors, c'est sûr, ça paraît dérisoire, mais vous voyez, quand j'étais élu maire, et j'avais eu déjà beaucoup d'efforts faits avant moi, 780 000 € par an de marché pour ramasser les crottes de chiens. Je suis encore à 80 000 €. Qui fait faire son caca à son caniche, etc. Je vous assure que tout n'est pas lié à l'immigration. Et que c'est un problème. Pourquoi ? Alors, non seulement ça coûte de l'argent. C'est pas des incivilités, c'est de la grossièreté. C'est de l'incivilité. C'est comme ça qu'on qualifie l'incivilité. C'est pour ça que c'est pas le même terme. Et c'est pour ça que moi, je parle pas de sauvageon ou d'incivilité. Si quelqu'un fait cramer une bagnole, c'est de la délinquance. Voilà. Donc c'est pas le même public. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, parce que c'est toujours quelque chose de très désagréable dans les débats. Et ce que je ne suis pas. Il nous reste 1 minute 30. Donc, alors, et ces éléments sont beaucoup plus importants qu'on ne le pense, c'est ce qu'on avait voulu démontrer, parce qu'ils révèlent un éloignement de la responsabilité et du sens civique. Or, aujourd'hui, moi je crois beaucoup, vous l'avez compris, aussi à l'échelon local, je crois beaucoup à l'individualisme méthodologique, à Raymond Boudon, et qui fait que l'ordre spontané
et on doit compléter des deux. Un État qui a de l'autorité, qui est respecté, mais parallèlement une société responsable. C'est pourquoi je crois aux communes et à la communauté que représente une ville. Il nous reste 30 secondes, Éric Zemmour, et ensuite vous aurez le dernier mot. 30 secondes rapidement. Moi, je pense que nous vivons sous un régime que je qualifierais de anarcho-tyrannique. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un désordre sans nom. Effectivement, que l'État ne fait plus régner l'ordre dans des tas de coins de la France et que donc, comme disait Peggy, l'ordre et l'ordre seul fait la liberté. Donc, voilà. Et en même temps, pour reprendre une expression qu'aime notre président, il y a une tyrannie, c'est-à-dire qu'on ne veut plus une liberté de pensée, une liberté d'expression, une liberté même de se mouvoir, puisque maintenant on nous enferme chez nous, etc., depuis la crise sanitaire. Et c'est ces deux pôles qui détruisent petit à petit l'esprit public. 10 secondes. Écoutez, je suis heureux que vous me rejoigniez sur ça, parce que je pense qu'effectivement, c'est le désordre de l'époque. Et vous citiez Peggy, vous savez, Peggy disait... En parlant de Kant et du kantisme, il disait « Le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains ». Eh bien, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est attaquer les problèmes. C'est s'attaquer à la matrice, réformer l'État, ce qui n'a pas été fait, contrairement à ce que vous pensez, depuis 40 ans. Merci, messieurs, pour ce débat passionnant. Merci beaucoup, David Lisnard, d'avoir été avec nous. Merci. On rappelle votre livre, Refaire communauté pour en finir avec le civisme. Et bientôt un livre sur la culture. Et bientôt un livre sur la culture que vous allez sortir. Pour quand? Pour le printemps prochain? Mars, à l'Observatoire avec Christophe Tardieu. Voilà. Avec Christophe Tardieu, qu'on salue. Merci beaucoup, messieurs. Excellente suite de programme sur CNews.